Est-ce que tu te considères dangereux, Raphaël Arnaud? Est-ce que tu penses que tu étais dangereux avant d'être député et d'être un élu de la République? Euh, Bonjour Raphaël Arnaud, Bonjour Samzera, comment vas-tu? ça va et toi? Bah oui, ça va parfaitement bien. Raphaël, alors, tu es connu pour ton militantisme. Tu es également le cofondateur et le porte-parole de la Jeune Garde antifasciste. Et depuis peu, tu as été élu député LFI, membre du Nouveau Front Populaire. Et avant même de prononcer ton identité, beaucoup te présentent comme le député fiché S. Ça, c'est au niveau des médias, c'est presque devenu, tu sais, ton nom de famille. Oui, oui. Hein? Ouais, clairement, à un moment, j'avais même plus de nom, ni de prénom, ni de parcours. C'était seulement le fichier S. Alors évidemment, ça répond à un agenda politique qui était de nous mettre des bâtons dans les roues, tout simplement. Ça a été d'abord lancé par l'extrême droite, parce que voilà, quand on entend fichier S, ça sonne forcément. Même moi, j'étais un peu effrayé au début. Alors, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus loin dans l'interview. Mais concernant les médias, justement, tu as confié, Raphaël Arnaud. Je dois vous avouer que dernièrement, je n'ai accepté que des entretiens en direct. Je suis devenu méfiant. Vous devinez bien pourquoi. Pourquoi tu es devenu méfiant des médias, Raphaël Arnaud? C'était un moment bien précis de la campagne où, en fait, peu importe ce que je pouvais faire, peu importe, encore une fois, mon parcours politique, tout était déformé et tout allait dans le sens de vouloir détruire la campagne qu'on était en train de mener. Au-delà de ma personne, c'était détruire aussi la campagne de la LFI et du NFP de façon plus générale, notamment de la part de certains médias voilà, qui ont un agenda politique propre aux thématiques de l'extrême droite, avec cette volonté de vouloir l'arrivée au pouvoir du RN. Lesquels? Quels médias, par exemple? Je pense notamment aux médias Bolloré, TPMP, je sais que vous en avez parlé lors du dernier plateau. Des médias aussi voilà, qui de plus en plus se tombent un peu dans la réaction. Même aussi, on parle beaucoup des médias de Bolloré, mais même des médias du service public reprennent petit à petit des thématiques. Moi, plusieurs fois, j'ai repris publiquement certains propos, une façon de faire de la titraille, etc., qui fait que c'est plus ou moins du langage repris tout droit de l'extrême droite. Donc il y a une vraie bataille à mener aussi dans ces médias. Et oui, à un moment donné dans la campagne, j'ai décidé d'arrêter de répondre aux médias parce que peu importe ce que je racontais, l'article était déjà tout fait et c'était juste histoire d'avoir une phrase qui apparaissait pour dire Raphaël a participé en gros à l'article pour lui donner un cachet, quoi. Moi, j'ai refusé ça. Et effectivement, la première interview que je donne véritablement, c'est BFM. Et je dis, il faut que ça soit en direct. Il me faut du temps. Sinon, je refuse. Parce que cette espèce de truc, cette espèce de lynchage médiatique sans que je puisse m'exprimer, c'était pas possible. Tu as régulièrement des déclarations qui sont relativement fortes. Je te propose de te faire réagir à certaines d'entre elles. Tu as dit, on essaye de faire passer les antiracistes qui défendent la Palestine pour des antisémites. Oui, oui. Bah, ça a été mon cas notamment. Hein. Et je pense que ça a d'ailleurs été l'attaque la plus dure à vivre dans toute cette campagne législative. Parce qu'encore fichier S, etc., bon, c'était pas facile, effectivement, politiquement, d'évoluer là-dedans, mais il y avait tout pour contrecarrer ça. Mais là, ça touchait à, je sais pas comment dire, à notre colonne vertébrale idéologique, l'antiracisme. C'est ce qui nous définit politiquement, la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre toute forme de racisme. Et qu'on vienne s'attaquer à ça, c'était très très dur, d'autant plus de la part de racistes, quoi, de gens qui n'ont toujours eu rien à faire de la lutte contre l'antisémitisme, qu'on n'a jamais vu dans des manifestations lutter contre l'antisémitisme. Nous, on a été au devant directement de ces luttes-là. On a chassé les dieudonnistes de certaines manifestations, les soraliens. On a chassé évidemment les néo-Gugus des compagnies depuis des années, même ils sont venus en bas de chez moi pour m'attaquer. Donc, encore une fois, c'est ce qui nous anime politiquement, c'est notre colonne vertébrale idéologique. Et ça a été finalement plus dur, mais je reprends un peu du poil de la bête. Et c'est ce que j'essaye de dire un peu à tous les gens de notre camp, de dire surtout ne baissez pas la tête, quoi. Alors tu poursuis. C'est notre fierté de lutter contre toute forme de racisme. Tu poursuis en disant on essaye de faire passer les écologistes pour des terroristes, on essaye de faire passer les antifascistes pour des fascistes. Je vais te demander dans quelques instants qui, selon toi, crée cette confusion généralisée dans notre pays. Mais là, je viens de t'entendre dire, je ressors petit à petit la tête, je relève la tête, comme si tu étais tombé. Non, c'est un peu... Enfin, en fait, en réalité, tout le long de la campagne, nous, on est restés dignes, entre guillemets, et fiers, on savait ce qu'on défendait. Mais en fait, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que nous, on s'est surpris avec la Jeune Garde lorsqu'il y a eu des actes antisémites, parce qu'il y en a eu un tas en France ces dernières années, et principalement ces derniers mois. On s'est surpris à moins réagir, ce qu'on a toujours fait de façon automatique dès qu'il y a des agressions racistes.
on réagit systématiquement, etc. Et on s'est porté la critique collective de dire attention, là, comment ça se fait qu'on ait loupé, par exemple, le fait de partager telle ou telle agression, etc. Parce qu'en fait, on s'est tellement fait, encore une fois, évincé de cette lutte-là, tellement attaqué, etc., qu'on se sentait presque plus légitime. Donc ça a été aussi à un moment donné une véritable force collective. Encore une fois, je ne suis pas arrivé tout seul, de dire mais en fait, on ne va pas se laisser faire, pas se laisser abattre. C'est pas parce qu'il y a des gens qui décident de défiler avec des proches de néo-nazis dans des manifestations soi-disant de lutte contre l'antisémitisme que nous, on a décidé de ne pas y aller. Parce que justement, on ne voulait pas manifester à côté de partis historiquement antisémites et qui comportent toujours en leur sein des gens profondément antisémites, notamment comme le RN. Et ouais, effectivement, on ne veut pas perdre cette bataille. Donc là, ça a été un peu un regain. Et après, sur cette histoire de la confusion, oui, c'est voulu par l'extrême droite, mais ça l'a toujours été. Lorsqu'on observe un peu l'histoire voilà, de l'arrivée des fascistes au pouvoir, que ce soit l'Italie fasciste, les nazis en Allemagne, etc., il y a toujours eu cette volonté, dans un premier temps, dans leur outil de propagande, etc., de semer la confusion. C'est-à-dire que plus personne n'y comprenne plus rien. Par exemple, le parti s'appelait Parti national-socialiste. Il n'avait rien de socialiste. Mais pour autant, c'était dans le but, encore une fois, de profiter de cette confusion généralisée, si possible en s'attirant un certain soutien populaire, etc. Et c'est toute cette logique de la part de l'extrême droite de tout balayer. Encore une fois, quand je dis, enfin, tu m'as cité, mais les antiracistes seraient les antisémites, les écologistes seraient devenus les féministes seraient finalement les vrais féministes, etc. Enfin, toutes les bêtises qu'on peut entendre, parce que justement, le but, c'est de nous effrayer un peu idéologiquement et qu'on n'y comprenne plus rien. Et généralement, quand les gens n'y comprennent plus rien, c'est à ce moment-là qu'on peut ramener les horreurs. Parce que lorsqu'il n'y a plus de référentiel commun, lorsqu'on n'a plus une certaine réalité collective sur laquelle s'appuyer, bah à ce moment-là, tout est entendable. Le fait que, je sais pas, moi, on vienne péter la gueule de gens dans la rue parce qu'ils n'ont pas la bonne orientation sexuelle, le fait justement qu'on vienne s'attaquer à des personnes pour leur religion supposée, des choses comme ça. Alors, lorsqu'on n'a plus ces référentiels communs, c'est alors possible. Parce qu'on n'a plus vraiment de choses sur lesquelles s'appuyer pour éviter justement toutes ces horribles choses-là. Tu n'as pas encore 30 ans, hein, Raphaël. 29 ans, presque. 29 voilà. ans. Mais raconte-moi, partage-moi ton histoire. Comment tu es devenu un militant? Est-ce que tu te qualifierais de militant extrême gauche? Ça te fait rire? Oui, ça me fait rire, parce que ça, c'est les termes un peu médiatiques. On essaie de nous ranger dans des cases, etc. Bon, ils peuvent bien m'appeler comme ils veulent. En tout cas, très engagé à gauche, ça c'est sûr. Voilà, parce que je sais de quel courant politique je suis, je sais où je me situe sur le champ politique, parce qu'en réalité, ces cases, ça permet de se situer sur le champ politique, hein, ni plus ni moins. On voit bien que ce champ politique, d'ailleurs, évolue selon les situations. Dans un premier temps, la droite et la gauche, historiquement, la droite, c'était les royalistes et tout ce qui était républicain venait de la gauche, voire même d'extrême gauche. Hein. Et puis, petit à petit, ça s'est décalé. Et là, on voit bien qu'il y a un redécalage à nouveau politique où les gens qui, historiquement, étaient de droite commencent à basculer vers l'extrême droite. Comme ça, tout se décale vers la droite. Et toi, ton histoire, c'est quoi? Tu viens d'une famille de gauche? Oui, alors pas militante. De gauche, oui, parce qu'on discutait comme ça. Je sais pas, si on sortait du cinéma, j'en sais rien, moi. Oui, on discutait et forcément il y avait des éléments un peu de gauche qui ressortaient, mais ce n'était pas une famille militante pour autant. Par contre, très rapidement, oui, je me suis mis à m'intéresser à tout ça et le déclic, ça a été en 2010. Du coup, il y avait la réforme des retraites sous Sarkozy déjà, qui repoussait notre acquis social qui était la retraite à 60 ans. Donc je suis allé dans la rue, j'avais 15 ans à l'époque, j'étais encore au collège, j'étais en 3e. Et en fait, il y a des néo-nazis qui se sont organisés pour attaquer frontalement la manifestation. Et avant la manifestation, ils ont organisé des ratonnades racistes. Bon, moi, j'étais avec des copains qui n'étaient pas tous blancs, et on s'est fait prendre en chasse par des néo-nazis. À l'époque, il y avait 300 ou 400 gars d'extrême droite qui s'étaient organisés pour ça. Et ils finissent par attaquer frontalement la manifestation. Heureusement, ils se font repousser par le service d'ordre syndical. Mais oui, ça a été un élément marquant dans ma politisation, parce que, vous savez, on étudie un peu ça au collège. Voilà, on étudie le fait qu'il y ait des... Mais on voit ça d'un œil très historique. On se dit, c'est pas possible qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui se revendiquent de ces mouvements-là, de ce régime qui a été le régime des horreurs que ça a pu amener en Europe, etc. Si, on savait que ça existait, mais je pensais que c'était très, très marginalisé et surtout qu'il ne pouvait pas exister politiquement. En tout cas, pas publiquement. Là, pour la première fois de ma vie, je vois des gars marcher dans la rue en train de faire des saluts, en train de créer des insultes racistes, frapper des gens pour leur couleur de peau, leur religion supposée, et puis devant une police à ce moment-là qui fait rien, qui au bout de seulement de longues minutes se met enfin à intervenir et à les cadrer un petit peu. Mais là, je me suis dit, il y a un truc quand même de spécial dans ce pays, il va falloir qu'on retrousse nos manches et qu'on y aille. Est-ce que ce sont tous ces événements de 2010 qui, en 2018, te conduisent à cofonder le groupe d'extrême gauche? C'est comme ça qu'il est appelé la Jeune Garde Antifasciste. Oui,
Oui, oui. Après, il y a eu d'autres événements, évidemment. En 2013, il y a la mort de Clément Méric, du coup militant antifasciste. Que tu connaissais? Non, je ne connaissais pas. D'ailleurs, j'étais pas du tout... Enfin, j'étais antifasciste au sens des idées portées, mais j'étais pas militant antifasciste à ce moment-là, même si... Il est décédé lors d'une rixe? Exactement, avec des militants d'extrême droite. Et là, tout à coup, un peu la réalité des choses qui se dit qu'on peut mourir sous les coups de l'extrême droite encore en 2013. En plus, j'avais quasiment le même âge que Clément Méric à ce moment-là. Donc, ça avait une sorte aussi d'effet un peu miroir. Ça a rajouté un peu... un événement dans tout ça. Et surtout, quelques mois après, 6 mois plus tard, dans le Vieux-Lyon, en 2014, il y a des jeunes... alors, ça fait très peu de bruit médiatique parce que déjà, c'était pas à Paris. Et puis, à l'époque, on avait du mal encore à médiatiser les violences de l'extrême droite à Lyon. Mais il y a eu des coups de couteau qui ont été donnés sur des mineurs et qui ont failli passer, en fait, à quelques millimètres près. Ils y passaient. Ça a été volontaire. Ils se sont fait fracasser au sol. C'était devant le palais de justice à Lyon, d'ailleurs, pour la petite histoire. Et en fait, ils les fracassent. Et il y a un des militants, notamment de Génération Identitaire, qui se penche sur un des jeunes et qui lui assène plusieurs coups de couteau dans le dos alors qu'il est au sol, déjà en train de giser. Donc c'était d'une violence extrême et ça a remis encore une fois un élément dans le fait de m'engager très franchement dans la lutte antifasciste. Alors à ton niveau, Raphaël Arnaud, toi tu as été accusé par certains médias d'avoir participé à des rixes contre l'extrême droite. On pourra certainement en parler, je pense, en toute transparence. Mais tu t'es aussi fait agresser par des membres de l'extrême droite, c'est ça, en 2018, alors que tu sors d'un train à Paris, tu te fais agresser par un groupe d'extrême droite. Oui, oui. Bon, en réalité, je veux dire, des menaces et des attaques de l'extrême droite, lorsqu'on est militant antifasciste, pas seulement moi, j'ai envie de dire, c'est du quotidien, mais on sait dans quoi on s'engage. Mais de la finir à l'hôpital? Oui, alors bon, cette fois-là, j'ai pas du tout fini à l'hôpital, heureusement, mais ça aurait pu, par contre. D'ailleurs, plusieurs fois, j'ai fait face à des militants d'extrême droite qui m'ont sorti des couteaux. Il y a d'ailleurs des camarades de la Jeune Garde aussi qui sont pris des coups de couteau. Ça arrivait plusieurs fois, notamment au visage. Il y en a qui sont marqués à vie. Bon, mais en fait, il faut condamner ces violences et c'est ce pourquoi d'ailleurs on s'est engagé. Mais finalement, j'ai envie de dire, c'est pas le pire quand ça arrive sur nous. Ça peut paraître très bizarre ce que je vais dire, mais pour moi, la pire horreur, c'est quand ça arrive sur des gens qui ont vraiment rien demandé, qui savent pas comment réagir à ces violences-là, que ça leur tombe dessus, ils savent même pas qui c'est, comment, pourquoi. Encore une fois, que ce soit pour une orientation sexuelle, une religion supposée, une couleur de peau. Et ça, c'est finalement le pire. Et là, pour le coup, des violences comme ça, il y en a énormément. Et c'est ce pour quoi on lutte, encore une fois. Donc nous, qu'on reçoive de la violence de l'extrême droite, c'est terrible. Il faut jamais accepter ça. Mais on savait dans quoi on s'engageait. Et c'est pour ça que ça m'intéresse maintenant de t'entendre là-dessus, parce qu'en 2022, donc c'est selon les informations d'Europe 1, tu aurais été condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violence en réunion. Donc toi, tu avais tout de suite réagi en disant qu'on me sorte les condamnations, juste pour t'exposer les faits et te permettre, t'offrir l'opportunité de répondre juste après. Donc les faits remonteraient à 2021. Un jeune homme affirmerait avoir été pris à partie par un groupe de 6 individus, qu'il aurait plaqué contre un mur, lui aurait ordonné de déverrouiller son téléphone pour savoir s'il appartenait à un mouvement d'extrême droite, il aurait été passé à tabac, aurait eu des blessures au coude. Il a pris la fuite, la victime t'aurait formellement reconnu comme étant l'un de ses agresseurs et la vidéosurveillance de Lyon donne raison, a priori, selon ces articles, à la victime. C'est qui déjà les articles? Europe 1. Europe 1, oui, bon. On parlait de Bolloré, voilà. Ça fait partie de cette volonté de Bolloré, encore une fois, de nous mettre des bâtons dans les roues et de mentir ouvertement en réalité sur cette affaire, parce que l'affaire est très très claire. D'ailleurs, à l'époque, le parquet demande à ce que je ne sois pas condamné. Il n'y avait pas de condamnation. Et c'est la juge effectivement qui décide de donner cette très forte peine. D'ailleurs, on a fait appel parce qu'en fait, on sait très bien que c'était n'importe quoi comme peine attribuée, sachant qu'il n'y a pas eu de coup à ce moment-là. C'était une interpellation dans une situation très particulière. Ça a été aussi pas dit par l'article, mais en fait, quelques minutes avant, il y a 80 néofascistes qui attaquent une marche lesbienne. C'était devant l'hôtel de ville. 80 néofascistes qui partent du Vieux-Lyon, donc de leurs locaux, avec des barres en fer. On a tout référencé, hein. C'est public, c'est sur Internet, à visage découvert. On a les leaders de ces milices. Et effectivement, nous, on est juste à côté. On est autour du rassemblement pour, entre guillemets, aussi assurer une certaine sécurité. Et il y a un jeune homme, effectivement, a priori proche des milieux d'extrême droite, puisqu'au téléphone, qui fait demi-tour quand il me voit, bon, machin. Il y a des jeunes, par ailleurs, qui me rejoignent à ce moment-là du quartier des Pentes de la Croix-Rousse, parce que je suis assez connu là-bas. Voilà. Et ils me disent, si, lui, c'est un militant d'extrême droite, c'est sûr, machin. Et voilà, le gars, je lui dis, bon, est-ce que tu es un militant d'extrême droite? Si tu en es un, par contre, c'est merci, au revoir. Là, vous venez d'agresser un rassemblement lesbien
voilà, des gens qui n'ont rien demandé. Donc c'est retour à la maison, merci, au revoir. C'est finalement ma plus grosse erreur dans l'histoire, c'est ce qu'on m'a reproché, c'est de dire pourquoi vous n'avez pas appelé la police. Oui, mais là on est dans une situation d'extrême urgence, de stress, il y a 80 néofascistes qui se baladent armés à quelques centaines de mètres de là, qui viennent d'attaquer. Donc oui, il y a un truc un peu de dire va-t'en si t'es un militant d'extrême droite. Par contre, encore une fois, il n'y a pas de coups qui ont été portés. Le gars s'est ramené au tribunal, il a dit qu'il avait eu un peu mal au coude, il dit qu'il a un jour d'ITT. Bon, on lui a demandé ce que c'était. L'avocat, mon avocat en rigolait presque parce que c'était risible en fait. C'était risible, on a essayé de me faire passer pour quelqu'un de violent, etc. à ce moment-là. Et voilà, même sur les images de la vidéo, tout le monde en avait bien conscience. Même au tribunal, les gens rigolaient en disant mais qu'est-ce que c'est que ça quoi. Alors qu'en fait, je viens juste demander à un jeune s'il est militant d'extrême droite et qu'effectivement, ça ne nous plaît pas trop s'il l'est parce qu'il vient de se passer des attaques et surtout, on ne veut pas le voir quelques minutes plus tard dans de futures attaques. Alors, tu m'as confié, je n'ai jamais voulu faire de politique, je me suis retrouvé dedans sans en avoir l'intention. Comment c'est possible? Je ne sais pas quelle était la nature de la discussion. Est-ce que c'était de la politique professionnelle au sens institutionnel? Je pense en fait peut-être ton rôle de député, c'est pas ça que Ouais, tu voulais dire. Est-ce que tu songeais déjà gamin qu'un jour tu allais devenir député? Ah non, ouais, c'est peut-être dans ce sens-là. Non. Non, jamais j'aurais pensé finir député. Très rapidement, quand j'ai commencé à militer, parce que je prenais un peu de place, on va dire, en manifestation, au mégaphone, etc., avec des discours, il y a de plus en plus de gens qui me disaient « Ouais, mais toi, tu vas finir député, etc. » T'occupes bien l'espace. Voilà. Et je me disais non, pas forcément. Et d'ailleurs, j'avais pas forcément vocation à ça, surtout que j'étais, comme nombre de militants, militantes de ma génération, très, très méfiant envers la politique institutionnelle, professionnelle, etc. T'avais pas confiance? Par ailleurs, je reste très méfiant. C'est vrai? Parce qu'en fait, on a des institutions qui sont faites pour individualiser le personnage politique, le rendre docile, entre guillemets, envers certaines injustices, envers certains fonctionnements sociaux dans la société. Parce que on arrive notamment dans des institutions où il y a beaucoup d'argent, on est vraiment placé un peu comme député roi, un peu, j'ai envie de dire. Mais certains te diraient même que ta tenue ne correspondrait pas à ton poste. Oui. C'est pas tous les jours. Alors moi j'adore, c'est vrai. personnellement, mais c'est pas tous les jours qu'on voit un député avec une chemise avec un imprimé léopard, par exemple. Oui, il y a la chemise, mais si c'était que la chemise, moi on m'a dit voilà les boucles d'oreilles, les tatouages, voilà, on m'a fait beaucoup de reproches aussi sur comment j'étais tout simplement, et j'ai envie de dire c'est le but aussi entre guillemets de l'Assemblée nationale et normalement de la Maison du Peuple, c'est de représenter la société française dans tout ce qu'elle comporte, tout ce qu'elle est, et effectivement je pense que ça a été une très grosse problématique de ces institutions, c'est que pendant très longtemps, elle était représentée seulement par une minorité de la société, très généralement des hommes assez âgés, riches, que ça ne représentait pas ce qui compose notre société. Aussi, moi, je travaille au SMIC depuis 10 ans. Et tu faisais quoi? J'ai fait plein de taf. J'ai fait poissonnier, j'ai travaillé dans un cinéma, j'ai travaillé dans l'éducation, j'ai fait de l'intérim, évidemment, comme plein de jeunes, en même temps que les études. Vraiment, j'ai fait plein de taf. Et voilà, et c'est aussi, moi, un déclic un peu, ça a été Rachel Keke en 2022, femme de ménage qui a été en grève à l'Ibis-Batignolles et qui finit députée. On a mangé un peu notre frappe, on s'est dit, c'est trop bien. Le champ des possibles s'ouvrait. Voilà, le champ des possibles s'ouvrait. Parce qu'au législatif de 2022, tu n'as pas été élu. Oui. Tu l'as été en 2024, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qu'on ressent quand son militantisme se transforme au point qu'on devienne un élu de la République? J'ai envie de dire, on a déjà un peu un pied dedans lorsqu'on y va dans ces élections, et notamment avec cette vocation à gagner, on a déjà un peu un pied dedans. Donc c'est pas une incroyable surprise au moment où ça arrive. Par contre, c'est certain que c'est en même temps rempli de fierté, en même temps rempli de questions, et qu'est-ce que je vais devenir, comment ça va se passer. Et il y a très rapidement ce syndrome un peu de l'imposteur qui s'installe. Ça a été le cas tout de suite à l'arrivée à l'Assemblée nationale, et même dès la victoire, en réalité, c'est cette espèce de truc, on a tellement intégré qu'on n'avait rien à faire là-bas, de par certaines positions sociales, aussi notre existence politique en tant que militant, etc. Que au début, ça fait... Mais je ne suis pas le seul à avoir ressenti ça. Hein. Est-ce que tu as tout de suite réalisé, est-ce que tu as tout de suite eu une lumière qui t'a dit « Waouh, c'est sûr qu'en étant élu de la République, je vais me retrouver avec tout ce que j'ai pu faire avant qui va m'être mis face à moi et je vais devoir répondre à tout. On va essayer de me faire tomber. » Non, à vrai dire, en tout cas juste avant la campagne, je savais que ça allait être dur, notamment de la part des médias d'extrême droite, type Bolloré, encore une fois. Ça allait être difficile.
mais je ne pensais pas que ce serait aussi net, une avalanche comme ça. Je sais pas, j'étais peut-être un des candidats les plus médiatisés au final. Alors je pensais que oui, je le serais, mais pas autant. Et encore une fois, avec voilà, une déformation de ce que je peux être, de ce qu'on a pu faire avec la jeune garde, de ce qu'on est véritablement. Cette espèce on a essayé de nous isoler comme une espèce de groupuscule étrange, etc. Alors qu'en fait, tout ce qu'on a fait a toujours été rendu public. Je sais pas, dans nos manifestations, on a toujours organisé des grandes manifestations dans lesquelles on est très visible, on a visage découvert, on a organisé des manifestations avec des organisations quand même comme la CGT, c'est pas le petit groupuscule du coin, quoi, en collaboration avec la CGT, avec d'autres grands partis comme la France Insoumise, mais comme plein d'autres. On a fait des formations avec Europe Écologie Les Verts, c'est pareil, c'est pas un groupuscule. Bon, et tout ça pour dire que, encore une fois, voilà, ça a été très particulier pour le coup, et d'autant plus de la part de médias qui, pour le coup, ne sont pas à proprement parler d'extrême droite, qui ont repris mot à mot un peu tout ce qui venait de ces médias d'extrême droite. Ça, c'était la plus grosse surprise, même si je savais que ça pouvait arriver. Tu fais référence certainement à Fichier S, on va en parler. Est-ce que tu te considères dangereux, Raphaël Arnaud? Est-ce que tu penses que tu étais dangereux avant d'être député et d'être un élu de la République? Non. Bah pour les gens, non, ça c'est sûr. Voilà, pour toutes les personnes qui me connaissent d'ailleurs, et je vous assure que les gens rigolaient à mort en vrai de ce truc-là, que ce soit des gens avec qui j'ai joué au foot, avec qui j'ai travaillé, peu importe. Les gens rigolaient, ils me disaient mais qui est-ce qui raconte, qu'est-ce que tu fous dans ces trucs-là? Parce que voilà, c'était un peu la grande surprise. Mais non, je ne suis pas dangereux. Après, par contre, je suis dangereux pour l'extrême droite, ça c'est sûr. Parce que en tant que militant, on a une certaine forme d'expertise, on a un niveau de combativité qui est très fort, c'est-à-dire qu'on ne va pas lâcher sur rien, on ne va pas leur laisser un centimètre de terrain. Et ça, par contre, c'est sûr que ça leur faisait affreusement peur. Et à raison. Pour le coup, ça, je les comprends. Après, de là, me retrouver dans ces fichiers, c'est n'importe quoi. Je disais aux Zawa Show récemment, voilà, le scandale que c'est, même je pense en interne au service de renseignement, ça n'a aucun sens. Alors, comment tu as appris que tu étais fiché S? Bah là, comme tout le monde, durant la campagne. Encore une fois, bon, a priori, c'est vrai, mais il y a toujours ce doute de on ne saura jamais parce que personne ne m'a apporté formellement la preuve que c'était bien le cas. C'est-à-dire que tu n'es pas convoqué, on ne te dit pas vous êtes sous surveillance, vous êtes fiché S et on t'explique pourquoi? Non. Bah non, parce qu'en fait, le rôle, le but, pardon, d'une fichier S, c'est d'être dans des fichiers de renseignement de façon plus générale, c'est qu'on ne soit pas au courant. C'est qu'on ne soit pas au courant et que la police puisse avoir un œil dessus. Bon, nous, on savait que du fichage militant, ça existe depuis des années. C'est pas bien, mais ça existe depuis des années. C'est ce que fait l'État depuis, j'ai envie de dire, presque toujours, de ficher les personnes qui s'engagent en politique, commencent à prendre un peu de place, commencent à avoir une parole publique, à influencer aussi un certain nombre de personnes, etc. À partir de ce moment-là, on commence à être fiché. Et on a vu ces dernières années une accentuation autoritaire de l'État qui commence à ficher tout et n'importe quoi. On a retrouvé des supporters de foot fichés dans ces renseignements, on a retrouvé des syndicalistes, des écologistes, des militants divers et variés. On a même retrouvé, il y a une fois, ça avait fait scandale d'ailleurs, hein, il y avait un petit scandale médiatique à ce moment-là, c'est qu'il y a des profs qui ont vraiment pété un câble parce qu'ils emmenaient une classe, donc toute leur classe, c'était des lycéens je crois, en voyage en Italie et se retrouvent en à la douane. Parce qu'en fait, la moitié de leurs élèves sont fichés S. Donc là, c'est stupéfaction, c'est le bordel, ils se rendent compte qu'ils sont fichés S, etc. Donc ça a fait un gros bruit. Et en fait, ils étaient fichés S parce qu'une fois, ils avaient bloqué leur lycée lors de Parcoursup. C'est des gamins, hein. Ils avaient 15-16 ans, ils ont bloqué leur lycée, comme nombre de lycéens et lycéennes l'ont fait lorsqu'il y avait une réforme qui passait pas trop. Ils ont été fichés S pour cette raison. Et en fait, ça, du coup, lorsqu'on observe un peu plus comment est-ce que fonctionnent ces fichiers S, c'est là on se rend compte de la supercherie un peu du truc. C'est que, bon, déjà, il y a 18 stades dans cette fiche S. On va dire, le stade ultime, on va dire, c'est peut potentiellement passer à un acte. Et ensuite, il y a plein de sous-stades. Il y a engagé. Ce que tu es en train de dire, c'est que pour avoir bloqué une école, un individu peut se retrouver fiché S. Oui, c'est ça. Et même, ça va plus loin. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un côtoie un fichier S, par exemple au travail, cette personne peut aussi devenir fiché S parce que du coup ça permet d'avoir des informations sur la personne fiché S à la base. Est-ce que tu l'as tout de suite ou toujours vécu ce fichier S avec autant de recul que tu as aujourd'hui? Il n'y a pas un moment où tu t'es dit waouh, oh, je suis fiché S, c'est un truc de fou. C'est quoi ce truc? Parce que fiché S, c'est le truc qu'on entend à la télévision, aux informations depuis qu'on est petit, où on se dit c'est la peur ultime, c'est le drame ultime, c'est l'horreur ultime. Bah oui. D'autant plus que quand même ça a du sens un peu. Ces fichiers, elles ont été faites juste après l'attaque du Bataclan, si je me trompe pas. C'est après l'attaque du Bataclan, du coup c'est quand même pas rien. Et c'est à ce moment-là que l'État décide de prendre un tournant sécuritaire, soi-disant pour lutter contre le terrorisme.
Mais nous, dès le départ, on lutte contre ce tournant autoritaire parce qu'on dit attention, on sait ce que l'État a derrière la tête et les gouvernements qui étaient en place à ce moment-là, on dit attention, le but, c'est pas tant de lutter contre le terrorisme, c'est surtout aussi d'avoir un appareil législatif et judiciaire qui permette encore plus de contrôler la colère sociale et différentes formes d'organisation de la vie politique, etc. Donc, dès le départ, on met un point d'orgue dessus en disant attention, ça peut être dangereux. Et preuve en est avec ces fichiers S, encore une fois, c'est qu'est-ce que je fais là-dedans ? Enfin, en vrai, ça n'a aucun sens. Et les services de renseignement savent parfaitement ce que je fais, savent parfaitement où je suis, ce que je fais, etc. Et tout le monde sait que voilà, il n'y a pas de danger, si ce n'est surveiller ce que je fais. Et potentiellement, voilà, en plus, là, il y a eu une proposition de loi de la part de LR. Bon, on sait que ça ne débouchera sur rien, c'est du brouhaha médiatique, c'est pour faire plaisir, etc. Notamment de rendre inéligibles les fichiers S. Mais est-ce qu'on se rend compte de la débilité que c'est ? Parce qu'il faut savoir qu'une fiche S peut tomber si un policier, en gros, le décide. Et c'est fait en plus de façon anonyme. Alors, un policier anonymement peut poser une fiche S. Mais ça veut dire que c'est là. Voilà, il suffit que par exemple Sam Zera se présente aux prochaines élections, un policier t'aime pas ou a pas trop envie, en tout cas un groupe politique a pas trop envie que tu te retrouves là, ça s'arrange un peu avec un policier, imaginons dans l'institution qui peut être corrompu, etc. Boum, t'es inéligible. Mais il faudrait quand même que je me sois retrouvé dans des rixes, que je me sois retrouvé dans des... Non. Mais non, par exemple, là, l'histoire des lycéens qui bloquent leur lycée, il suffit qu'ils aient bloqué leur lycée, c'est quand même pas... J'ai pas l'impression que ça mette en danger les Français, hein, que des lycéens bloquent leur propre lycée pour lutter contre une réforme antisociale ou que sais-je. Et ben voilà, c'est bien la preuve, encore une fois, que ces fichiers, malheureusement, ne servent pas à lutter contre le terrorisme. En tout cas, pas qu'en partie à lutter contre le terrorisme, mais aussi à s'en servir pour encore une fois... couper la contestation sociale. Je ne sais pas si on peut parler de destitution, mais tu as eu des membres alors, du Rassemblement national forcément qui ont appelé à ta destitution. On peut dire destitution ou c'est uniquement pour le président de la République ? Je ne sais pas si c'est le terme, c'était destitution, mais en tout cas démission, enfin qui soient pas là. Enfin, t'écarter, quoi. Ouais, bah, ils peuvent toujours, hein, j'ai gagné l'élection et je suis pas prêt de partir. Mais il y a aussi des membres du Nouveau Front Populaire, ça leur plaisait pas trop quand même cette image que tu pouvais avoir. Oui, bah après je sais dans quelle gauche j'évolue au sens large. À qui ça ne plaît pas au sein de la gauche ? Et je ne vais pas les citer, mais il y a certains dirigeants politiques effectivement qui ont émis, notamment sur des plateaux de télé. Et là, pour le coup, je leur en veux un peu plus. François Ruffin ? Non, c'était pas François Ruffin par ailleurs. Mais qu'on ait des désaccords en interne, etc., stratégiques, politiques, tout ce qu'on veut. Mais voilà, je me suis fait notamment abandonner sur certains plateaux télé par certains dirigeants politiques en disant que voilà, c'était pas ce militant antifasciste qui se présente. S'ils l'ont assumé sur un plateau, tu peux dire leur nom. Ouais, notamment il y a Fabien Roussel, voilà. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit Fabien Roussel ? Je sais plus ce qu'il dit, mais il dit en gros c'est pas mes valeurs. Voilà, ce candidat n'est pas mes valeurs. Si l'antifascisme n'est pas, mais je pense d'ailleurs c'est même pas ce qu'il voulait dire, c'est que moi je pense qu'aujourd'hui à gauche il va falloir qu'on se réveille et qu'on arrête de suivre l'agenda politique amené par ces médias réactionnaires, etc. Pourquoi ? Parce que comme dirait Sébastien Delogu, il y a trop de Macron compatibles. Je ne sais pas si on peut dire Macron compatible. En tout cas, je pense qu'il y en a qui ne sont pas assez, je sais pas comment dire, pas assez fiers de leur camp et pas assez lucides et surtout, ils se disent, faut qu'on se serre les coudes et il faut qu'on y aille ensemble et il faut qu'on soit clair, quoi. Et là, effectivement, il y a eu des petits loupés de ce point de vue-là, d'autant plus dans un moment où Missak Manoukian, c'est quand même l'année où Missak Manoukian est enterré au Panthéon. Pour la petite histoire, Missak Manoukian, grand résistant, apatride, qui était sans nationalité, comme Rima Hassan. Voilà, exactement, c'est exactement comme Rima Hassan, notamment suite à un génocide qui a été mis en place par l'État turc à l'époque, donc sur les Arméniens. Missak Manoukian est le descendant de cette histoire de génocide. Il arrive en France, donc immigré, n'a pas non plus la nationalité française, est traité de tous les noms. En plus, il est communiste à l'époque par la presse française, notamment lui et ses amis antifascistes. Et bon, il s'engage dans cette lutte-là, il participe à la libération mieux que personne, et il finit enterré au Panthéon. Ça, c'est un symbole politique, c'est qu'en fait, l'antifascisme, ça va, tout le monde l'accepte, mais quand il est bien mort, quoi. Quand on est sûr que ça y est, il bouge plus trop, quoi. Il est bien au Panthéon, la grande cérémonie, machin. D'ailleurs, pour l'affaire, ils n'avaient pas invité le dernier survivant du groupe Manoukian. Le dernier survivant résistant, il ne l'avait pas invité, Macron. Donc ça avait fait un peu de scandale médiatique. Finalement, il a quand même été invité. Le gars, j'ai adoré, il a dit « Ouais, moi je viens avec mon drapeau antifasciste pour enterrer mon camarade, sinon je ne viens pas. » Donc il est venu avec son drapeau des Pémoy, d'ailleurs. C'était une grande fierté, voilà. Et c'est cette histoire dont on se revendique et il s'agirait un peu d'appliquer ce qu'a pu faire Missak Manoukian
peut-être aussi à une période très particulière. Celui qui s'est opposé formellement à ton entrée, notamment à l'Assemblée nationale, c'est Jordan Bardella. Il t'a accusé ouvertement d'une agression antisémite à laquelle tu aurais pris part. Selon lui, en mai dernier, il dit « Le 27 mai, 8 membres du groupe d'ultra-gauche La Jeune Garde, dirigé par Raphaël Arnaud, ont passé à tabac un jeune juif de 15 ans. Ce candidat fiché S, dirigeant d'un groupuscule antisémite, ne doit pas entrer à l'Assemblée nationale. » Alors les médias se sont emparés de l'histoire, expliquant que lors de cette agression, il aurait été scandé « Vive la Palestine », donc j'imagine peut-être aussi par toi. Donc des accusations que toi et la Jeune Garde antifasciste avez rejetées en bloc. Bah, c'est même pire que rejeté, enfin pire que rejeté, pas pire, mais on a porté plainte contre Jordan Bardella. En diffamation ? Exactement, et je pense que il sait très bien ce qu'il attend, parce qu'il va être, à mon avis, condamné pour ça. Où en est l'affaire parce que en diffamation ? Je sais pas trop, j'ai pas tout suivi en réalité. J'ai pas suivi le détail du processus. C'est grave ce qu'il a dit ? Bien sûr que oui, c'est grave. Déjà, j'étais pas là. C'est con, j'étais même pas à Paris. Donc là, il va falloir que quand même il s'explique un peu tout ça. Mais encore une fois, ça sort de ces médias, encore une fois, qui ont balancé cette affaire en pleine campagne législative. C'est quand même un peu particulier. Alors, à la fois, on était horrifiés d'apprendre qu'on pouvait autant instrumentaliser nos luttes et autant déformer au point de nous accuser de tout ce qu'on combat. C'est-à-dire que nous, si on a lutté contre des groupuscules néo comme le GUD, comme Génération Identitaire, c'est justement parce qu'ils menaient des agressions antisémites, menaient des agressions islamophobes. C'est tout le contraire, c'est tout ce qu'on défend. Donc de lutter contre ça. Donc c'était... Et à la fois, j'en ai rigolé d'ailleurs sur le plateau de BFM, j'ai un petit sourire en coin, parce que je me dis, mais qui est-ce qui raconte ? Je veux dire, autant ils peuvent arriver des fois à essayer de nous mettre dans des sauces qui n'ont pas de sens, autant là, va falloir y aller fort. Mais parce que nous accuser de ça avec la Jeune Garde, faut y aller. Mais Raphaël Arnaud, comment ça se passe ? Comment ça se passe à l'Assemblée nationale ? Comment ça se passe même quand vous vous croisez ? Genre demain, tu croises Jordan Bardella, est-ce que tu lui dis « Hé mec, non mais qu'est-ce que tu as fait là ? C'est quoi que tu as dit ? Mais c'est inacceptable. Est-ce que tu te rends compte de l'impact de ce que tu dis ? Est-ce que vous vous permettez de vous parler comme ça, entre vous, en off ? Déjà, à l'Assemblée nationale, pour les petits détails, parce que j'ai plein de petites anecdotes, mais là où j'ai été le plus surpris, c'est le niveau de connivence entre les macronistes et les députés du Rassemblement national, notamment le premier jour où il y a les votes. Donc la première fois, on est en hémicycle. C'est la première fois que je découvre un peu tout ça. Je vois que ça fait bizarre de croiser un peu tout ce monde. Voilà, Marine Le Pen, Julien Audoul, Gérald Darmanin, il y a tout un tas de personnes. Et je vois une députée macroniste qui, d'un coup, voit un député du Rassemblement national. « Ah, salut, tu vas bien, grande bise, on va manger ensemble, machin. » Là, tu te dis, ah ouais, c'est en fait tout ce que je te disais sur le fait que j'avais pas confiance en cette politique institutionnelle, etc., et ça vient aussi de là, et c'est pas que des bruits de couloir lorsqu'on dit, oui, ils mangent tous ensemble, etc. Alors nous, c'est un peu particulier, parce que nous, on est fiers de nos convictions, et on va les défendre aussi dans ces institutions, on va se compromettre sur rien. C'est-à-dire, tu pourrais pas partager une bouffe avec Sarah Knafo, par exemple ? Ben non. mais non, parce que je mange pas avec des néophytes, avec des gens qui n'hésitent pas à composer politiquement avec des groupuscules avec qui j'ai lutté aussi dans la rue et qui sont capables des pires horreurs. Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Par contre, après, on va se retrouver dans des moments où on va devoir débattre, j'ai envie de dire publiquement, et dans l'Assemblée nationale, et dans la commission. Et là, à ce moment-là, oui, mais je vois ça comme étant un combat. C'est pas la petite discussion du coin pour se faire plaisir. Non, c'est un véritable combat qu'on va mener aussi jusque là-bas. Tu pourrais donc pas partager un verre avec Alice Cordier ? C'est une militante du collectif Némésis, groupe d'action donc d'extrême droite identitaire qui se réclame féministe. Et le collectif Némésis a affirmé avoir des audios où tu menacerais la jeune femme d'une balle dans la tête. Audios qui ont été diffusés sur leur compte X. Est-ce que c'est bien ta voix ? Ouais, mais ça, c'est pareil, c'est ce que j'ai dit sur BFM, c'est qu'encore une fois, le nombre de fake news qu'on a eu de la part de l'extrême droite qui émanait de ces trucs-là, nous, on a décidé, en tout cas, avec la Jeune Garde, on en a eu d'autres, on a eu, je sais pas quoi, on avait un membre de Boko Haram, soi-disant notre organisation, enfin, des trucs qui n'ont aucun sens, on a décidé de ne pas y répondre. Nous, on reste ferme sur tout simplement ce qu'on défend, et notamment de lutte contre toute forme de violence envers les femmes de façon générale. Donc non, on ne tombe pas là-dedans. Et après, sur Alice Cordier, c'est pareil, j'ai eu un nombre de plaintes incalculables, soi-disant de sa part. Notamment, une fois, elles avaient attaqué avec Mila pour cette fois-ci, soi-disant. Ça, c'était en juin dernier. J'ai pas reçu de nouvelles, ceci dit. C'est un coup, j'en aurais pas, je sais pas. C'était peut-être aussi de l'esbrouf médiatique, je ne sais pas. En tout cas, 2 ans auparavant, il y a eu une attaque sur une manifestation de toutes, donc une manifestation féministe, organisée par le collectif Némésis
et d'autres groupuscules d'extrême droite néo-nazis qui ont attaqué frontalement la manifestation. Mais violent, hein. Il y a encore des images sur Internet avec des barres en fer, des gazeuses, des machins. Le but, c'était d'attaquer la manifestation de nous toutes, en plus qui dénonçait les violences sexuelles, ce qui est un comble pour des gens qui se revendiquent féministes. Et donc, nous, on est présents avec la Jeune Garde, manque de peau pour ces milices. On finit par faire fuir les milices d'extrême droite. Et puis là, je reçois une notification, oui, plainte d'Alice Cordier, je vais porter plainte dès demain pour agression de la part de Raphaël Arnaud. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf? Bon, au final, j'ai jamais eu de nouvelles. En fait, c'est juste pour faire de l'esbrouf médiatique, pour essayer de contrer le fait que ça y est, tout le monde avait vu les images, qu'ils avaient attaqué la manifestation féministe. Et comme d'habitude, le but, c'est d'entraver l'antifascisme, entre guillemets, pour mieux exister. Voilà. Donc, encore une fois, non, je n'irai pas boire un verre avec. Et je combats, comme depuis toujours, ces groupuscules, et notamment qui font beaucoup de mal à la lutte féministe, parce qu'il y a une volonté d'instrumentaliser ces luttes-là pour ramener tout simplement la thématique raciale. Et surtout, ce ne sont pas des féministes. Ce ne sont pas des féministes. Elles ont toujours participé, ces femmes-là. C'est un groupe féminin. Ça, c'est vrai, c'est la petite nouveauté. C'est un peu la stratégie de l'extrême droite, grâce aux révolutions féministes des dernières années qui ont eu lieu, notamment Nous Toutes, etc., d'avoir organisé un groupe féminin pour mieux apparaître sur la scène publique, pour paraître plus sage. Forcément, ça passe mieux une Alice Cordier qu'un gros néo comme d'habitude, de génération identitaire ou que sais-je. Il y a aussi cette volonté-là, mais elles n'ont jamais été féministes, ces meufs-là. Jamais elles ont été féministes, elles ont toujours participé à des groupuscules qui soient royalistes, qui soient ultranationalistes, etc., qui veulent un retour de la femme à la maison, qu'elles s'occupent de leur mari, etc. Donc il y a cette volonté, encore une fois, d'occuper cette place-là pour mieux affirmer un certain racisme, notamment en nous faisant croire que le viol serait le fait de personnes immigrées ou le fait de personnes étrangères, alors qu'on voit bien, notamment avec ce procès de Mazan, le viol, en fait, malheureusement, c'est quelque chose qui touche toutes les couches de la société, en tout cas chez les hommes. Et le problème, en fait, c'est le patriarcat, le problème, c'est les hommes. Quand je dis problème, c'est les hommes, c'est pas que... je ne veux pas rentrer dans le débat de est-ce que tous les hommes, pas tous les hommes, en tout cas, c'est de fait, à chaque fois, c'est des hommes. Si ce n'est pas tous les hommes, en tout cas, c'est toujours que des hommes qui participent à ces faits-là, et peu importe leur nationalité, peu importe tout ça. Et d'ailleurs, ou leur métier d'ailleurs. Ou leur métier. Et c'est ce qu'on voit dans ce procès Mazan. Et d'ailleurs, la plupart des agressions sexistes et sexuelles se déroulent dans des cadres proches. Très souvent dans des relations familiales, même des fois intercouples, ou avec des parents, avec des oncles, des tantes, peu importe. C'est dans des cercles très, très restreints, ou d'entreprises, ou peu importe. Et on est très loin de l'image, du viol dans la rue, etc., ce qui peut arriver, et il faut lutter contre. Mais ça, pour le coup, effectivement, c'est une vraie bataille. Je poursuis un peu là-dessus parce que pour le coup, c'est une lutte. Moi, je suis un homme, voilà. C'est vrai que naturellement, j'avais un peu l'habitude de gonfler les pecs quand il y a une agression dans le métro. Je suis super fier, j'ai évité une agression, machin. Bon, voilà. Et l'extrême droite joue beaucoup là-dessus. Ouais, il faut intervenir quand il y a machin. Oui, très bien, il faut intervenir effectivement quand il y a une agression dans le métro, dans la rue, etc. Et plus il y a des gens qui vont intervenir là-dessus, mieux c'est. Par contre, finalement, les vrais héros de tous les jours, c'est ces femmes qui dénoncent lorsque ça se passe dans une famille, lorsque ça se passe dans un lieu d'entreprise. Et c'est généralement ces femmes-là qui sont marginalisées, alors que les hommes qui vont intervenir une fois dans le métro, là, ils vont être glorifiés, c'est génial, etc. Mais les femmes qui, elles, parlent, disent qu'elles ont subi telle viol ou telle agression sexuelle ou sexiste, là, tout à coup, elles sont mises au banc. Et notamment dans ces milieux-là. Et notamment les milieux Némésis, etc., qui n'hésitent pas à aller chez Morandini et que sais-je, nombre d'agresseurs sexuels. Et là, il n'y a pas de problème pour parler à ces gens-là. Donc, encore une fois, nous, le but, ça va être de démasquer tout ça. Et c'est difficile parce qu'encore une fois, ils essayent de jouer sur le caractère féminin de leur organisation et ils essayent de jouer de ça. C'est possible, Raphaël Arnaud, d'être militant, élu de la République et d'avoir du temps pour soi, d'avoir des hobbies, de faire autre chose à côté de la politique ? En fait, on pourrait très rapidement ne plus faire que ça. Mais même en tant que militant, en réalité. La particularité peut-être pour les profils comme le mien, comme d'autres, je ne suis pas le seul à l'Assemblée nationale, c'est qu'on a toujours fait ça toute notre vie. Moi, je travaillais et en même temps, le soir, j'allais faire des réunions tard, j'allais faire des activités militantes, collage, que sais-je, des manifestations le week-end, à organiser des grands événements. J'ai toujours connu ça, avec un grand sacrifice, j'ai envie de dire, pour sa vie personnelle, pour ses proches, etc. Tu dois avoir des hobbies quand même. Ben, bien sûr que oui. Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de la politique, en dehors de l'Assemblée nationale, en dehors de défendre tes convictions et des valeurs? Qu'est-ce que tu aimes, Raphaël Arnaud?
Ben, le foot, déjà. Ok. J'ai toujours aimé le foot et je joue toujours au foot. En tout cas, je m'impose ça. Avec tes amis? Voilà, avec des collègues ou voilà, j'ai joué en club aussi. Ce que j'adore, c'est les foot en city. Bon, je sais pas si tu Oui. vois, en C'est 5-5. c'est en salle à l'intérieur. Alors non, alors Où t'as effectivement, plus la transpiration. effectivement, voilà, mais ça j'aime pas. Je préfère en extérieur et en fait c'est dans la rue, c'est des tout petits terrains. Voilà, et ça c'est mes meilleurs espaces de foot parce que en fait on n'est pas dans ce truc de bouffer l'adversaire. On est vraiment dans un truc de lorsqu'il y a un déséquilibre entre deux équipes, bah on change en fait. Une équipe qui est trop forte par rapport à une autre, on fait vas-y, on change, on envoie tel joueur dans l'autre. En fait, le but c'est de jouer et que le jeu soit le meilleur possible, quoi. Ça, c'est ce que je préfère. Puis après, la musique, évidemment, le rap. Bah voilà, j'étais à la fête de l'humanité. C'était en même temps un mélange entre participer à ce que je fais politiquement, c'est-à-dire des conférences, etc. Vous avez eu des beaux artistes en plus sur place. Et à la fois, voilà, j'ai pu voir CH, Kalash Criminel. Aya Nakamura. Voilà. Aya Nakamura, elle n'était pas là cette année. C'est ce que j'ai mis dans un tweet, mais elle n'était pas là cette année. C'était une autre année. Mais voilà, oui. Et puis, Mais t'aimes il y le avait rap Jane. ou tu rappes? Ah non, moi je rappe pas du tout. Non, Ah, mais moi je croyais d'ailleurs. que tu faisais de la musique. Non, non, non. Mais par contre, j'adore ça. J'adore écouter ça. Mais je m'impose un peu ça aussi. Et je pense que c'est Enfin, j'espère que chaque député, en tout cas pour sa santé mentale, j'ai envie de dire, et même ses proches et tout ça, arrive à avoir ces petits moments. Moi, des fois, je me dis, vas-y, j'ai besoin d'écouter le dernier album, j'en sais rien, de Jul ou je sais pas quoi. Bah, tac, je mets mes écouteurs et c'est bon, quoi. Et t'as la place pour une copine? T'as la place pour l'amour? Parce que c'est pas parce qu'on est élu de la République que l'amour n'existe pas. Oui, c'est vrai. Bah oui, bah bien sûr. Encore heureux. Et d'ailleurs, Oui, c'est on l'oublie. c'est ce qui nous anime, même j'ai envie de dire politiquement. Et si jamais on n'est plus rattaché à des choses comme ça, un peu, voilà, d'amour pour nos proches, que ça soit une copine, que ça soit un copain, que ça soit ses parents, que ça soit ses enfants, peu importe. Pour moi, c'est pas très bon parce que on oublie pourquoi on se bat. On se bat aussi pour une société, c'est possible la plus juste possible, pour les gens qui nous entourent aussi. Souvent, on dit pour nos enfants, mais c'est vrai, c'est qu'on vise à une meilleure société. Donc oui, d'être attaché à ses proches et de s'offrir ces temps-là, ça permet aussi de ramener à ce pour quoi on se bat et pas se perdre dans des petits agendas politiques. Voilà. Je me permets, est-ce qu'il y a une mademoiselle ou une madame Raphaël Arnaud? Ou un monsieur, je sais pas. Ça c'est chasse gardée. Pour une raison simple, c'est que c'est pour des raisons de sécurité. Oui. Nombre de mes proches ont été attaqués par l'extrême droite, ont été visés par l'extrême droite. C'est pas vrai. Oui, si, ils sont d'ailleurs venus chez mes parents. Ça, d'ailleurs, ça m'a beaucoup aussi... En fait, dans toute cette campagne médiatique, durant la campagne législative qui a été faite contre moi, le plus dur à vivre, c'était non pas qu'on m'attaque. Moi, j'ai envie de dire, je m'en fiche. Qu'on vienne s'interroger sur ce que fait la jeune garde, etc. J'ai envie de dire, c'est normal. C'est pas anodin que d'aller s'imposer dans la rue face à l'extrême droite. C'est très particulier. Je peux comprendre que ça interroge, je peux comprendre que ça choque, je peux comprendre... Ça, il n'y a pas de problème, on en débat des heures et des heures s'il faut. J'ai nombre de fois dit que j'étais OK pour discuter de tout. Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment horripilé, c'est cette espèce d'injustice. C'est-à-dire, en fait, j'ai été visé par l'extrême droite, mais pour le coup, vraiment, notamment à mon domicile, encore une fois, mes proches. Il y a eu des attaques de la part de l'extrême droite, notamment du RN. Hein. Moi, je leur disais, à chaque fois que j'étais sur le plateau, vous me supposez des faits de violence, etc., pour des petites altercations verbales. Mais par contre, il y a un député, notamment, qui a été dans une affaire de condamnation parce qu'il a participé à une attaque avec arme à feu pour des motifs racistes. Ça passe normal. Personne n'en parle. Et le gars va siéger à l'Assemblée nationale comme si de rien n'était. Ça, c'est cette injustice qui était très dure à vivre. Et oui, donc oui, ils sont venus chez mes parents, notamment pour mettre des coups de pression, pour dire on sait bien où vous habitez, etc. Donc c'est un niveau de violence qui est évidemment extrême, et c'est ce pourquoi on lutte contre ces gens-là. C'est pourquoi? C'est pour t'impressionner, dans le fond? C'était pour m'impressionner. T'intimider? Parce qu'ils sont capables aussi de passer à l'action, parce qu'ils sont venus en bas de chez moi. Voilà. Notamment, alors une première fois, ils étaient venus, j'étais une quinzaine, je dirais, avec plusieurs véhicules. Le but, c'était de m'attraper en bas de mon domicile. Et la deuxième fois, ils ont essayé de rentrer dans l'immeuble, ils n'ont pas réussi. Ils étaient 40. Là, ils sont arrivés en faisant du bordel. Et heureusement, ils n'ont pas réussi à rentrer. Et bon, par ailleurs, j'étais pas chez moi ce soir-là. Je ne sais pas s'ils s'en sont rendus compte après. Mais oui, donc voilà. Donc moi, je fais attention aussi aux proches qui m'entourent, Mais un maximum les protéger. Alors j'entends et je vais respecter ça à 100%, mais ce qui m'intéresse, ça doit pas être évident tout le temps en fait de vivre dans le secret. C'est-à-dire que certainement tu dois prévoir plein de choses, tu dois cacher plein de choses par mesure de protection. Oui, mais ça c'est pas depuis que je suis député, c'est depuis que je suis devenu militant antifasciste. Donc tu vis comme ça en fait. Oui, mais c'est tout militant antifasciste, j'ai envie de dire. À partir du moment, et même pas que militant antifasciste, d'ailleurs, toute personne qui s'intéresse un tant soit peu à la question de la lutte contre l'extrême droite, que ça soit à travers un travail journalistique, parce que nombre de journalistes ont été menacés, mais
plus que menacés, des fois attaqués physiquement, etc. Ah, donc je dois avoir peur Ils sur sont la aujourd'hui- tronche? Bah, j'espère que non, ça me dira. J'espère que pour toi ça va aller, mais oui, c'est possible dans la période qu'un jour ou un autre tu reçois des sérieuses menaces. J'espère que non. Ouais, et c'est pour ça aussi que nous on est là, les antifascistes. Le but c'est un peu de mettre, vous savez, comme un peu un taureau. On met un drapeau rouge pour les attirer, tac, 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 on est par là. Comme ça, toute la violence qu'ils expriment, on espère que ça tombe sur nous plutôt que sur des gens qui n'ont rien demandé. Ça, c'est l'idéal. C'est ce qu'on a réussi à faire en partie, notamment à Lyon. Pourtant, c'est Mais- bien, je trouve, de poser des questions, même si on ne comprend pas forcément Oui. la vision ou les convictions de quelqu'un d'autre. C'est hyper intéressant de se mettre à la place et d'écouter l'autre. Oui, c'est vrai. C'est important, l'écoute. Oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, oui, bah, je pense que tout le monde doit faire preuve effectivement de compréhension de ce qui se passe dans la caboche de certains et de certaines. Enfin, moi notamment, j'ai fait aussi ce pas-là. Je pense que tout militant antifasciste fait aussi ce truc-là, c'est d'aller voir un peu ce qu'ils racontent aussi, véritablement, aussi les fascistes hein, dans leur idéologie, comprendre comment ça se fait qu'il y ait des jeunes qui les rejoignent. Parce que c'est une véritable question quand même. Et des jeunes qui, par exemple, des fois ne sont pas forcément à proprement parler issus de familles néo ou que sais-je. C'est bien qu'il y a un truc quelque part. Ils sont séduits par certaines thématiques, soit viriles, soit racistes, peu importe, mais il faut trouver comment est-ce que des jeunes sont séduits par ça. Donc il faut comprendre leur idéologie, c'est pour ça que notamment on est très attentif à tout ça. Merci Raphaël Arnaud pour cet entretien. Raphaël Merci à Arnaud, toi. on te retrouve sur tes réseaux sociaux, ton compte Instagram, c'est Raphaël-Arnaud, c'est la même chose sur X. Ouais, alors je crois que c'est l'inverse, c'est Arnaud Raphaël, mais bon. Voilà, de toute façon, ouais, on tape voilà, Raphaël Arnaud et Exactement. on te retrouve. Tu es très actif, Oui. notamment sur le réseau social X, pour partager tes convictions, tes combats et Tout tes à fait. visions. Merci beaucoup. Merci à toi, Samzira. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle interview actualité et ou politique, qui sait. Bye bye.